Burga, bonjour. Clément Viktorovitch est à côté de moi. Gérard Leclerc, pourquoi Nicolas Sarkozy est-il en garde à vue? Eh bien, il est en garde à vue sur des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Le rendez-vous a été pris il y a quelques jours avec Nicolas Sarkozy, entre un déplacement à Dubaï et un autre à Londres. Alors, l'affaire elle a été révélée en 2012 par Mediapart et elle a donné lieu donc à l'ouverture d'une enquête judiciaire, et notamment menée par plusieurs juges, dont le juge Tournaire, qui s'était déjà occupé, si je puis dire, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy à propos de l'affaire Big Malion. Il y a plusieurs témoignages. Le premier de l'intermédiaire Ziad Takieddine, qui assure avoir transporté dans une mallette 5 millions d'euros de Tripoli à Paris, argent qu'il aurait remis à Claude Guéant, qui était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Et là, c'est moins clair, mais sans doute aussi à Nicolas Sarkozy. Un deuxième témoignage, cette fois-ci, c'est le directeur... Je vous coupe. Que vaut le témoignage de Takieddine, qui a une personnalité, je vais dire, sulfureuse? Comme vous dites, et c'est d'ailleurs le cas des autres témoignages que je vais évoquer maintenant. Le moins que l'on puisse dire. Ce sont des témoignages. Mais qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, excusez, n'étant pas le juge, en tout cas, c'est vrai que c'est des choses. Le minimum qu'on peut dire, c'est que ça mérite d'être vérifié. Voilà. Mais j'imagine que c'est ce qu'ont fait les juges. C'est ce qu'on fait. Donc, il y a un deuxième témoignage. Cette fois-ci, c'est l'ancien, il s'appelle Abdallah Senoussi, c'est l'ancien directeur du renseignement militaire libyen, qui lui aussi assure qu'il y a eu des versements d'argent de Kadhafi à Nicolas Sarkozy. Il y en a eu un troisième cette fois-ci, c'est dans ses carnets personnels. C'est un ancien ministre qui s'appelle Choukri Ghanem. Il est mort ministre de Kadhafi. Il est mort dans des conditions troubles, et dans ses carnets personnels, il évoque lui aussi ses versements. Enfin, plus récemment, un ancien financier de Kadhafi, lui aussi, qui a été lui aussi blessé par balle dans des circonstances là encore assez bizarres. Donc, a dit que effectivement, il avait entendu parler, il était au courant de ces versements. Alors, jusqu'à présent, l'enquête avait concerné directement, d'une part, un homme d'affaires, lui aussi assez sulfureux, qui s'appelle Alexandre Djouri, et qui est actuellement en prison, incarcéré à Londres. Sa maison à Genève a été perquisitionnée, et ils ont trouvé, semble-t-il, pas mal de documents, pas mal de choses. Le deuxième, qui pour l'instant était concerné, c'est Claude Guéant, qui est mis en examen. Mais on en était là. Qui est mis en examen dans cette affaire. Qui est mis en examen dans une série d'affaires, dont celle-là. Il y a aussi des histoires de vente de tableaux dont l'argent, tout ça est assez suspect. Mais qui n'a pas de rapport avec la campagne. Semble-t-il, pas de rapport. Il y a un problème d'argent entre Guéant mais voilà, et que donc des sources de financement qu'on ne connaît pas complètement. Jusque-là, c'est ces deux personnes-là qui étaient directement mises en cause. Là, maintenant, c'est donc Nicolas Sarkozy, ce qui veut dire qu'il y aurait sans doute de nouveaux documents, de nouvelles preuves qui permettraient de l'entendre, puisqu'il est en garde à vue. Alors, il faut bien dire que lui conteste formellement toute cette affaire de financement illicite de sa campagne. Sa garde à vue va durer 48 heures, et au terme de cette garde à vue, il peut être mis en examen. Il peut aussi être tout simplement libéré, enfin retourné sans qu'il y ait de mise en examen. Oui, alors moi j'ai des questions vraiment, parce que c'est très spectaculaire, Sophie Obadia, la garde à vue. C'est très spectaculaire vu d'ici. Vous savez, vu de l'intérieur, c'est très secret, au contraire. Oui, mais pour le public, ce matin, qui entend Nicolas Sarkozy, l'annonce, c'est spectaculaire. est mise en garde à vue, c'est très spectaculaire. Et vous êtes avocate pénaliste. Gérard Leclerc parlait de rendez-vous qui avait été pris. Est-ce que vous confirmez qu'une garde à vue peut se placer avec un rendez-vous depuis 8 jours? Oui, alors c'est vrai que ça paraît contradictoire, puisqu'une garde à vue, qu'est-ce que c'est? C'est mettre à l'écart une personne pour la garder à vue, il faut prendre vraiment le mot au pied de la lettre, l'écarter de la société, l'écarter de son milieu habituel, pour lui poser des questions à partir d'un dossier où on a réuni des éléments à charge. Voilà, des éléments concordants à charge. Concordants ou pas d'ailleurs, ça c'est plutôt le juge d'instruction. Mais bon, donc normalement il n'y a pas de prise de rendez-vous. On vient vous cueillir au petit matin, et on à 6 heures du matin précisément, c'est comme ça. La règle habituelle est celle-là. Mais et vous avez totalement raison, on peut également prendre attache, l'avocat peut également prendre attache avec les services de police pour dire voilà, mon client est à votre disposition, vous l'avez convoqué ou vous allez le convoquer quand, et on prend un rendez-vous entre gens de bonne compagnie. Mais ça vous est arrivé par exemple d'assister en garde à vue des gens imprévenus, quoi, on ne dit pas prévenus dans ces cas-là. Un gardé à vue. Un gardé à vue
qui, depuis plusieurs jours, on savait qu'il devait être là à 8h, 8h30. Pour la donc c'est assez courant. Pour la délinquance en col blanc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est assez courant, oui. D'accord, première question. Deuxième question, quelle est la différence entre une garde à vue et une audition ? Parce qu'il a été entendu parfois, Nicolas Sarkozy. Alors, il y a l'audition qui concerne le témoin et il y a l'audition libre qui peut concerner une personne suspectée. L'audition libre, c'est le degré en dessous de la garde à vue, c'est-à-dire que la durée est souvent plus courte. Vous pouvez également être assisté d'un avocat. C'est un niveau inférieur. Mais les droits, j'ai envie de dire, se confondent entre l'audition libre et le garde à vue. Mais l'audition tout court, c'est pour le témoin, c'est pas pour une personne suspectée. Et on apprend ce matin que Brice Hortefeux sera entendu ces prochaines minutes en audition libre. Voilà, donc il a un statut inférieur. Il n'est pas suspecté, là. Si, il est suspecté. Alors, c'est très compliqué à faire. Ce sont des droits similaires. Simplement, la garde à vue est enfermée dans un délai de 48 heures maximum. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy peut très bien ressortir de sa garde à vue d'ici 2 heures, 3 heures. Le maximum. Et libre, et blanc, et blanchi. Blanc, et ça, j'y reviendrai. Ce ne sera pas défait. Blanchi, vous dites ? Non, pas blanchi. Pas blanchi. Pas blanchi. Non. Je vais vous expliquer. Et c'est pour ça que vous êtes là. Dès le matin, je l'analyse pour vous. Alors, l'audition, c'est pour le témoin. L'audition libre, c'est pour une personne suspectée, mais qui à tout moment peut quitter les lieux. Son avocat l'accompagne. C'est beaucoup moins, coercitif que la garde à vue. La garde à vue est coercitive, elle. Donc l'annonce qui est faite ce matin du placement en garde à vue d'un ancien président de la République est évidemment un fait politique. C'est-à-dire c'est très important. Nous sommes d'accord. Et c'est la première fois, j'ai posé la question, est-ce que c'est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu en garde à vue, ou est-ce qu'il a déjà été entendu en garde à vue, ou alors était-ce dans le cadre d'audition ? Et là, vous venez de faire la différence. Alors, pour moi, il a été exclusivement entendu dans le cadre d'audition, et je dirais même d'audition chez le juge d'instruction. Je ne suis pas certaine qu'il soit passé par la case police avant d'aller chez le juge. Parce que là, la garde à vue, nous sommes d'accord que ce sont des policiers qui l'interrogent. J'ai les enquêteurs. À quel moment ça intervient dans le dossier, une garde à vue ? À tout moment. Quand les juges considèrent qu'ils ont suffisamment d'éléments intéressants dans leur escarcelle pour poser des questions très très pointues. Là, on peut imaginer simplement que les policiers ont, entre guillemets, bossé le dossier avant de le recevoir et qu'ils ont besoin, évidemment, d'éclaircissements. Ils travaillent sur commission rogatoire du juge, c'est-à-dire c'est le juge qui leur demande de poser les questions à Nicolas Sarkozy. C'est comme s'il le faisait par la voix des policiers. Jean-Louis Burguière. Une petite précision pour avoir suivi quelques affaires criminelles. La garde à vue, effectivement, il y a un certain nombre d'informations qui sont chez les policiers, que les policiers veulent interroger la personne, mais aussi il y a une notion de coercition. Au bout de 24 heures, la personne que vous interrogez, elle n'est pas dans le même état que lorsqu'elle arrive. Il y a une nuit tout de même là-bas. Et le lendemain matin, il peut y avoir une nuit. Et le lendemain matin, la personne que vous interrogez n'est tout de même pas dans le même état après avoir passé une nuit. Oui, mais là, vous imaginez, par exemple, Nicolas Sarkozy peut passer la nuit là-bas. Ça serait le deuxième effet d'annonce un peu spectaculaire, parce qu'on imagine bien que pour ce type de garde à vue, s'agissant d'un ancien président de la République, on ne va pas le faire dormir dans une cellule de garde à vue. Je n'en sais rien. Quand vous dites qu'on imagine bien... parce que on pense que les questions peuvent tenir en une journée, logiquement. Oui. Mais si, encore une fois, on veut annoncer un effet très coercitif, il passera la nuit. Alors, je pose la question un peu différemment. Pourquoi n'est-il pas entendu en audition libre ? Parce que, encore une fois, les charges semblent assez importantes et que la mesure de coercition, tous les éléments sont réunis pour. Donc, maintenant, moi, je ne suis pas son conseil. C'est la question que je pose, c'est parce que vous dites qu'il ne passera pas la nuit en garde à vue. Il ne peut pas savoir. Il peut passer la nuit en garde à vue. C'est une sorte de menace qui pèse sur lui, peut-être. Oui, mais enfin bon, il a le cuir tanné, le président de la République. Donc je ne pense pas qu'il c'est un animal politique. Hein. Voilà, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même. Non, mais pour tout un chacun, je reviens. C'est dur la garde à vue. Oui. La garde à vue, c'est dur. On ne va pas lui faire la garde à vue. Mais attendez, nous autres avocats, nous avons obtenu maintenant le droit d'assister nos clients. Alors justement, tout au long de la garde à vue. Là, par exemple, il est avec un avocat en ce moment ? Évidemment. J'espère qu'il est avec son avocat habituel. Qui est Thierry Herzog ? Qui est Thierry Herzog, bien sûr. Bon. Et donc, il ça, on en est sûr. Oui, évidemment, il est à ses côtés. Depuis combien de temps les avocats sont... Alors maintenant, ça va faire 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, 10 ans. Oui, il y a une hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il y aurait des éléments nouveaux qui pourraient provenir d'une part d'un rapport qui a été fait par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Donc ce rapport existe.
La deuxième hypothèse que l'on peut faire, c'est qu'il y a eu du nouveau du côté des Libyens. C'est-à-dire que les autorités libyennes aient accepté de collaborer, de coopérer à la justice. Ce sont des hypothèses, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a sans doute un élément nouveau qui explique que cette fois-ci, Voilà, on va le aller confronter à des directement nouveaux éléments qu'il ne connaît pas. s'adresser à Nicolas Sarkozy. André Berkoff. Juste un témoignage. Moi, j'ai les éditions du moment qui n'existent plus ont publié les mémoires de Ziad Takeddine. Et il m'avait demandé de superviser ça. Donc j'ai vu assez longuement Ziad Takeddine. C'était nous sommes en 2018, c'était en 2012-2013. On s'est vu très longuement. Il m'a raconté beaucoup de choses. À aucun moment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a aucun moment, alors Donc on le voit à l'antenne, là, d'ailleurs, oui, Takeddine. à aucun moment il n'a parlé de Sarkozy et l'histoire libyenne. C'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il parlait des histoires de valises pleines de billets qu'il apportait à Guéant et éventuellement à Sarkozy, ce qui est intéressant, c'est que 3 ans avant, alors qu'il disait c'était fini déjà, il dit je vais tout dire, etc. À aucun moment, et je l'ai vu vraiment pendant plusieurs heures, à aucun moment il n'a parlé de ça. Alors, est-ce que c'est venu après, est-ce que c'est politique ou pas? Mais je peux simplement dire, je ne dis pas que... Mais il ne parlait pas du tout de valises pleines d'argent, il ne parlait pas de Guéant, il parlait de Guéant, mais pas du tout de Sarkozy. Est-ce que Takeddine, que vous avez croisé, que vous avez connu, que vous avez écouté, est-ce que pour vous, c'est quelqu'un, et forcément il y aura une part de subjectivité dans votre réponse, mais est-ce que c'est quelqu'un de crédible, ou est-ce que c'est quelqu'un dont on se dit, à la fin de l'entretien, il dit n'importe quoi? Je ne dirais pas qu'il dit n'importe quoi, il dit en fonction de ses intérêts à lui. Donc, et à l'époque, voilà. Il Mais parle ça, en et fonction c'est de ses simplement intérêts. votre témoignage, hein, Non, évidemment. mais Ce que je vous tout à demande, fait, tout à fait, c'est subjectif. c'est un témoignage de journalistes qui Absolument. rencontrent quelqu'un et qui Pour se moi, disent c'est ce quelqu'un garçon qui n'est pas me parle sérieux et ou pas. qui peut enfumer ou pas uniquement en fonction de ses intérêts personnels. Oui. Voilà. Jean-Louis Burgat. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait longtemps que, curieusement, la Libye est un très mauvais compagnon de Sarkozy. Souvenez-vous, dès le début de son mandat, il y a eu l'histoire de ces infirmières bulgares, qui a déjà été une histoire assez compliquée, où sa première épouse est allée chercher ses infirmières, où on n'a jamais su exactement quelle avait été la négociation avec Kadhafi. Et puis ensuite, Et à l'attente Sarkozy dans l'Élysée. a reçu L'attente qui reste, Kadhafi à évidemment. l'Élysée. Oui. Kadhafi dans un état étonnant, curieux, enfin, on s'est demandé s'il n'était pas par moment drogué, etc. Ensuite, Alors- il y a eu l'attaque. La Libye est un compagnon de malheur Oui, pour Kadhafi. Memona Interman est avec nous. Sarkozy. Oui. Kadhafi. Non, Mais juste pour répondre à Jean-Luc Burgat, parce que juste Ziad Takeddine en a parlé, et très sincèrement, d'après lui, mais moi ça me paraît assez plausible, la réception fastueuse que Sarkozy a fait à Kadhafi aussi, et il a reçu, c'est en fonction de cette libération des infirmières bulgares. Oui, Je crois oui, pas oui. qu'il y avait de l'argent à la clé, là. Je crois que c'est plutôt Non, ça. non, mais... Memona Interman est avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous êtes venu ce matin pour parler de la francophonie. Il se trouve, alors je ne sais pas si je dois vous rappeler ces événements qui sont sans doute douloureux pour vous, mais que vous avez un rapport particulier avec Kadhafi, puisqu'il y a eu un incident majeur. Je ne vais pas mêler le CSA à cela, Oui. mais vous voyez, j'ai un peu le cœur qui tremble. Oui. Et c'est sincère. Il faut expliquer Et- peut-être à ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas. Oh, vous savez, quand je vais dans les salons du livre, les gens viennent souvent me voir pour me parler de Oui. Kadhafi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand nous étions innocents » avec mon co-auteur et Marie, l'autre Oui. Concheux. Allez voir ce que j'ai écrit, chapitre 13, que les éditions Lattès ont bien vérifié juridiquement. Mais dès 1984, j'étais en situation de danger, puisqu'en effet, en reportage, il s'est passé ce que j'ai raconté après, Oui. à la caserne à Ziziya. Et puis un jour, Fogiel, avant que je parte pour l'Irak en 2003, m'avait posé la question. Il était minuit, personne n'avait réagi. Et en 2007, lorsque je revenais de Russie, des élections, lorsque Kadhafi a été reçu à Paris, moi je ne croyais pas, je ne voulais absolument pas croire. Et Canal m'avait invité dans l'édition spéciale avec Samuel Etienne et j'ai raconté. J'ai raconté parce que je ne pouvais pas admettre que Kadhafi, dont on savait les crimes qu'il avait commis, pas seulement à mon égard. Pour que les choses soient claires, Kadhafi a... J'étais en reportage en février Une 1984, tentative de au moment viol de la sur- guerre entre le Tchad, où se trouvaient les troupes françaises, et la Libye, et j'étais envoyé par France 3, c'était FR3 à l'époque, et au moment de la conférence de presse, un journaliste il faut quand même deux minutes, un journaliste du magazine Nouvelle Afrique est venu me voir en me disant « Le colonel veut te voir ». J'étais ravi, je voulais avoir l'interview, bien sûr, 1984.
Et puis je suis montée dans une première voiture, une deuxième voiture, et je me suis retrouvée nez à nez avec lui. Il a regardé partout, il était déjà drogué visiblement. Et de fil en aiguille, il a voulu changer de pièce. Il y avait une interprète femme, Leïla, habillée tout en blanc. Et puis au moment où on a ouvert la pièce, on a échangé, il y avait une chambre à coucher que je verrai jusqu'à ma mort. Mon père était musulman, je suis créole, je suis de la Réunion, et je me suis souvenu, il devait y avoir un état second à ce moment-là. Il m'a attrapé, jeté sur le lit, descendu la fermeture éclair de sa combinaison. J'aurais aimé le voir sur son lit de mort, il avait une grosse cicatrice là. Et je lui ai dit, I can't, I am ill. Il m'a dit, how many days? Mon père était musulman, je sais qu'une femme qui a ses règles peut échapper au danger. Il s'est levé, il y avait une glace là. Je me souviens, il y avait un flacon de Kouros, ce parfum de Yves Saint Laurent. Il y avait un samovar. Il y avait le lit, il y avait un lit sur une broderie anglaise. Et je me suis levée, j'ai regardé dans la glace, j'étais blême. Il m'a attrapé par les épaules et je me suis dégagée. J'ai ouvert la porte et Leïla était assise sur les toilettes. Je me suis lavée. J'ai demandé à partir, j'étais toute seule dans cette caserne à Zizia. Et je lui ai dit, si je raconte à mes collègues, et il m'a regardé, et je vous donne ma parole d'honneur, il m'a dit, I kill you, I send somebody to kill you. Simplement, il y avait Julien et Elodie, mes enfants qui avaient 5 ans et 3 ans. Il fallait se taire. Et Christian Mallard, qui m'a raccompagné à Paris avec un journaliste de l'AFP, Maillard, je ne sais plus quel était son prénom. Et c'est le consulat de France, il n'y avait pas d'ambassadeur, le consulat de France, qui le matin m'a mis dans un avion avec Mallard et Maillard, et qui m'ont escorté à Paris via Zurich. Et c'est le Quai d'Orsay, qui à l'époque avait été appelé par mon mari, Monsieur Dufourc, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay, du temps de Chesson. Ils m'ont sauvé comme ça, parce que lorsque je suis reparti en Libye, en 2011, les insurgés qui nous avaient hébergés avec Salah Agrabi, qui s'en souvient certainement, m'avaient dit « Vous avez bien fait de ne pas revenir dans ce pays parce qu'ils vous auraient assassiné ». Pendant des années, je me suis tue, mais lorsque j'ai vu Kadhafi à Paris, drapeau français, marseillaise, je me suis posé la question. Et sur le plateau de Palomar, j'avais quelques contestataires qui « Ah oui, mais enfin, j'aimerais bien les voir arriver, notamment un élu qui s'appelait M. Ponatowski. Moi, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. » Et lorsque, le 20 octobre 2011, je suis rentrée chez moi, après le journal, ma fille Elodie a ouvert la porte en disant « Maman, champagne ». Mais ça, je ne l'oublierai jamais. Moi, en tant que Française, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Je n'ai aucune inimitié à l'égard de l'ancien président de la République, c'est lui qui m'a mariée. Rien. Mais je veux savoir ce qui s'est passé dans mon pays. Je précise, je ne parle pas au nom du CSA, je vais garder la tête froide. Je vais faire en sorte que les images que la télévision va diffuser lorsque M. Sarkozy sortira de sa garde à vue soient des images dignes, qu'on ne s'attaque pas à lui tant qu'il n'est pas prouvé que la campagne a été financée par la Libye. Le président de la République que je respecte, est considéré comme innocent. Mais moi-même, j'ai été auditionné dans une autre affaire, au 101 Fontaneau, il y a quelque temps par le commissaire Hézard. Je sais que ce ne doit pas être un moment facile pour lui ce matin. Vous avez échangé avec Nicolas Sarkozy? Non, mais je sais qu'après la venue de Kadhafi, j'ai eu le grade au-dessus de l'Ordre national du mérite. Vous voyez, je ne porte ni la Légion d'honneur, ni... je respecte. Mais je ne porterai pas les décorations tant que je ne saurai pas. Et pourquoi vous n'avez pas tenté d'échanger avec lui ou d'avoir une conversation sur J'ai revu Nicolas Sarkozy après son élection, mais c'était pas après 2007. Et moi, cette histoire-là me reste vraiment en tête. Vous savez, toutes ces histoires de MeToo, etc. À l'époque, on a dû se taire. Et puis, en 2007, lorsque Canal m'avait interviewé en premier, dans ma propre rédaction, on a fait comme si on n'entendait rien. C'est Paul Amar qui m'a interviewé sur son plateau et qui faisait l'émission de médias. Mais pas France Inter, pas la radio et la télé publique. Il fallait éviter d'offusquer le pouvoir en place. Omerta. Hein? Donc de ce point de vue-là... J'attends. Vous attendez? J'attends que la justice me dise vraiment si mon pays a fauté. Parce que là, ce serait une ignominie. Je parle en tant que Française, en tant que grand porteur. Je ne suis que journaliste. Je suis momentanément membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je vais faire une distinction très claire entre mon travail, puisque je dois travailler sur les questions de déontologie en particulier. Je vais faire en sorte que les télés soient correctes,
que nous restions la tête froide. Le sujet est beaucoup trop grave pour qu'on dise c'est bien fait pour lui, c'est la politique, c'est ceci. Non, non, non. Faisons les choses très clean, comme on dit, parce que c'est la journée de la langue française. Dans l'ordre. Les choses très claires. Je suis ravie de vous entendre, madame. Il faut essayer de comprendre, comme vous avez expliqué d'une façon très didactique, très pédagogique, où nous en sommes. Mais si la France arrive à avoir assez de maturité pour comprendre comment une campagne électorale a été financée, et si la Libye est intervenue dans notre processus démocratique, alors nous aurons fait un très grand pas. Vous avez raison. Bon, je vous remercie évidemment de ce témoignage. Il a fallu du temps pour expliquer, mais c'est connu cette affaire. Je vous remercie de ce Et témoignage. France Télé ne m'a jamais apporté de secours de cette période-là, en dehors de Paul Amar, à titre personnel. On va poursuivre évidemment, et c'est toujours difficile d'enchaîner derrière la C'est incroyable le forme. hasard des calendriers que je sois chez vous ce matin. Je voulais parler de la langue française parce que c'est le français qui a été ma bouée de sauvetage, comme à beaucoup de gens qui ont appris le français à l'école en tant que gens de la Réunion. On n'a pas pu le faire. Mais si vous m'avez aidé à expliquer pourquoi aujourd'hui ce sujet est un sujet crucial, alors tant mieux. Bah, je pense que, comme nous, Parce sur que vous l'avez le plateau, fait. chacun aura été, vous aura écouté, aura été touché par la force et la vivacité en même temps de votre témoignage, puisque les faits datent de 84. Oui, mais Et on comprend mieux, d'ailleurs, à travers votre témoignage, combien le traumatisme existe toujours et tout le temps. Et c'est ça que je peux Et retenir aussi j'étais de devant votre... cette caserne à Zizia en août 2011 avec Salah Agrabi, avec Pierre Guény pour France 3, au moment où la chute du régime se faisait. Mais à ce moment-là, je n'ai plus du tout pensé à 1984, j'avais fait une barrière. C'est après que j'en ai pensé le soir, toute seule. Et effectivement, ce que vous avez vécu et ce que d'autres femmes peuvent vivre, à travers l'intensité de ce que vous dites, on comprend que ce moment-là continue toujours, perdure toujours. Il me hante. Oui. Il me hante. Ouais. Mes enfants aussi, ma famille aussi. Mon mari, l'autre crochet, ne voulait pas que j'aille en Libye pendant la phase février, quand ça a commencé, jusqu'à les quelques jours avant la chute. Mais je suis allée avant la chute. Et les rebelles m'avaient bien dit, faites attention, parce qu'ils savaient que si vous reveniez ici, vous ne repartiez plus vivante. Nadine Morano est avec nous. Je la remercie de nous écouter et d'avoir patienté, si j'ose dire, pendant quelques minutes. Parce que, bonjour Nadine Morano. Bonjour. Vous souhaitiez réagir évidemment sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que vous m'avez appelé, comme depuis ce matin, tous les médias se précipitent sur cette information. C'est un moment désagréable pour ses proches, ses amis et évidemment encore plus pour lui. Bon, je sais très bien comment fonctionne le milieu médiatique, dont certains vont très vite se comporter en procureur médiatique. Mais je voudrais rappeler qu'il a déjà été mis en garde à vue jusqu'en plein milieu de la nuit, d'une manière assez scandaleuse. Mais quand il y a les non-lieux, je rappelle celui de 2013 dans l'affaire Bettencourt, qui avait fait aussi un grand remue-ménage dans les médias, mais un non-lieu aussi en 2015 dans l'amende payée par l'UMP. En 2016, un nouveau non-lieu dans l'affaire de la violation du secret de l'instruction dans l'affaire Karachi, un non-lieu général dans l'affaire Air Cocaïne. Enfin bon, mais vous voyez, à ces moments-là, mon téléphone sonne beaucoup moins. Il sonne beaucoup quand il est mis en garde à vue, comme je pense beaucoup de personnalités politiques que vous êtes en train de contacter en ce moment. Mais quand il y a des non-lieux, ça sonne moins. Vous voyez, il y a une disproportion entre le traitement médiatique d'une mise en garde à vue par rapport à celle de non-lieu. Alors bon, voilà, je considère qu'il y a un traitement qui est quand même assez particulier. Bon, mise en garde à vue, je ne sais pas s'il avait d'abord été convoqué dans un premier temps. Je pense que s'il avait été convoqué, il serait venu devant la justice comme il l'a toujours fait, et il aurait répondu aux questions. Là, une mise en garde à vue, on sait quelquefois qu'il y a besoin de spectacles pour alimenter les médias. Vous voyez, ce matin, j'étais... D'abord, j'écoutais les chaînes d'infos et je tombe sur un papier d'Olivier Boss sur RTL qui rappelait que dans la même période, Nicolas Sarkozy avait procédé à l'adoption de 82 lois promulguées dans la même période, 53 sous François Hollande et 43 seulement sous monsieur Emmanuel Macron, qui prouve bien qu'en plus monsieur Macron fait beaucoup de mousse et peu de résultats, contrairement à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, puisque lui fait moins bien que François Hollande. Nadine Donc, Morano,
Nadine Morano, je suis obligé de vous couper. Par rapport à une garde à Oui, vue. mais Ah oui, mais bon. Nadine, Voilà. Nadine Morano, je suis obligé de vous couper parce que d'abord, je ne sais pas précisément ce que vous voulez dire, parce que ça va quand même dans tous les sens, si vous me permettez. Et Sophie Obadia va Je sais pas pouvoir vous pourquoi poser une dites ça question. va dans Non, tous mais les on ne sens. sait pas précisément ce que vous Excusez-moi, ça voulez va pas dire. dans tous les sens. Mais si, parce je que vous vous faites dis le qu'il y a procès eu des des médias non-lieux. qui se précipitent. Je trouve que ça n'a rien à voir là-dedans. On vous demandait une réaction sur sa garde à vue et vous partez dans tous les sens. Mais si vous me permettez, Nadine Morano, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de parler pendant que je parle. En revanche, je vous propose d'écouter une question de Sophie Obadia. Non, Madame Morano, je vous rejoins sur une chose. Vous avez raison, il y a un effet d'annonce pour les gardes à vue et rien quand il y a un non-lieu. Merci. Vous avez totalement raison. Ce n'est pas forcément le système médiatique qu'il faut mettre en cause là-dessus, c'est le système merci. judiciaire. C'est le Alors- système judiciaire. Pourquoi est-ce qu'effectivement il n'y a pas une audience pour annoncer les non-lieux? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On parle beaucoup des charges, mais quand quelqu'un est blanchi, on n'en parle jamais, même au plan judiciaire. Réponse de Nadine Morano. Je vous remercie de faire cette réflexion, cette remarque, mais le traitement médiatique, au-delà d'une audience qui annonce un non-lieu, tout le monde est au courant du non-lieu quand même, mais les médias en parlent très peu et avec un petit filet dans la presse. Mais c'est Et pas d'ailleurs, vrai, mais très bon, ça serait désobligeant. tellement long de vous l'expliquer que ce n'est pas vrai. Monsieur, je vous réponds, je suis dans mon bureau à Bruxelles, Oui. j'ai du travail à faire et vous vous permettez... de- Excusez-moi de vous déranger pendant votre travail, Madame Morano, j'en suis désolé. Alors que je vous dis que c'est une logique factuelle, que lorsqu'il y a une mise en garde à vue, tous les médias nous sautent dessus, et même si ça vous dérange, mais que quand il y a des non-lieux, vous n'appelez quasi pas. Alors ça, si c'est pour vous aller dans tous les sens, je regrette de ne pas aller dans le sens que vous voulez, mais en tous les cas, c'est le mien. Et je pense qu'il est compris par tous ceux qui nous écoutent. Par ailleurs, quand je dis... Vous n'êtes pas obligé de crier en même temps, hein, tout va bien. Je le répète, sur RTL, il y avait une chronique du journaliste Olivier Boss qui rappelait que Nicolas Sarkozy, dans le même laps de temps où il a été président que M. Macron, lui a promulgué 82 lois et Macron 43. Que ça vous plaise ou pas. Et ça, c'est au moins une ligne directrice. D'accord? Si vous ne l'avez pas compris, bien je vous le redis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci Madame Morano. Je vois que vous êtes en pleine forme. Elle a raccroché. Bon, du coup, elle a raccroché. Bon, non mais je fais juste une petite parenthèse. On demande une réaction. C'est un tunnel de 3 minutes où les médias sont la cible de Madame Morano. C'est pas le sujet. C'est tout ce que je me suis permis. Elle est lui dire. pro-sarkozyste. Voilà. Ça, c'est Monsieur Elle Bertrand. défend son ami. Moi, je trouve que c'est très bien. Elle défend raison. son ami. Elle défend. Elle défend son ami. Et au-delà de ça, Y a elle pas dit de quelque chose d'assez juste. Oui, malgré tout. c'est pas Il est faux. Charlotte Dornelas. Il est vrai aussi que non seulement il n'y a pas d'audience effectivement avec l'institution judiciaire est en cause sur ce sujet-là, mais médiatiquement il est vrai. Et là, il faut quand même le reconnaître. On ne donne pas la place à un non-lieu qu'on donne effectivement là à une mise en examen. Après, il y a quand même quelque C'est chose pas qu'il tout faut à fait rappeler. vrai, Si, c'est Charlotte, c'est pas tout à fait Bien sûr vrai. que si, c'est Des vrai. non-lieux, parfois, lorsque Parfois. quelqu'un est... on l'a vu sur certaines affaires, notamment judiciaires, très importantes. Ces dernières années, je pense à Monsieur Dils, qui avait pu faire beaucoup d'émissions, qui a expliqué le fonctionnement de la justice. L'affaire Outreau, pardonnez-moi, qui est un scandale judiciaire. Il y a eu Ah ouais. Et mais alors, énormément... justement, on n'en a de- pas tiré les leçons, c'est ça qui est Non mais dommage. ça c'est autre chose, c'est c'est autre très chose. dommage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont témoigné après l'affaire Outreau, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas tout à fait vrai. Ça demande Ouais, d'être avec le monde politique, c'est peut-être plus vrai, mais juste une chose sur Nadine Morano qui s'indigne en l'occurrence d'un traitement particulier. On parle de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Évidemment que le traitement est particulier. Là, pour le coup, c'est inaudible comme argument. Clément Viktorovitch. Deux remarques sur ce que vient de dire Nadine Morano. Déjà, je rejoins parfaitement Charlotte sur le fait que pour la garde à vue d'un ancien président de la République, il est tout de même normal qu'on en parle. Il y avait dans son argumentation quelque chose qui était implicite, c'est qu'elle a énuméré le nombre de non-lieux dont a bénéficié Nicolas Sarkozy, avec l'idée derrière qu'en fait ce serait un acharnement judiciaire et que il y aurait la suite logique de cette affaire serait un nouveau non-lieu. Bon, c'est pas parce que les affaires précédentes ont bénéficié d'un non-lieu que ce sera le cas pour celle-ci, donc il faut traiter chaque affaire différemment. Et puis enfin, sur sa dernière remarque dont on ne sait pas bien ce qu'elle a à faire avec le sujet en discussion, qui est de dire que Nicolas Sarkozy a promulgué beaucoup plus de lois dans la même période qu'Emmanuel Macron. Simplement deux remarques. Un, en matière législative, la qualité prime quand même sur la quantité. La qualité des lois vaut mieux que le nombre de lois. Et deux, Nicolas Sarkozy a quand même passé une partie de son quinquennat à défaire une partie des lois qu'il avait lui-même faites. L'exemple le plus emblématique étant le bouclier fiscal. Je suis pas sûr. Vous faites comme Nadine Morano, ouais. Non, mais je suis pas sûr. je me suis permis de lui Morano dire, à l'envers. quand j'ai dit ça part dans tous les sens, effectivement, je me suis permis simplement un commentaire parce que ça devenait un peu incompréhensible, Oui. me semblait-il. Mais j'ai une question que je ne vais pas poser à Sophie Obadia, qui est une question, pour le coup, incongrue. Est-ce que le président de la République, l'ancien président de la République, peut être ce soir, ou à la fin de sa garde à vue, peut être Alors incarcéré? l'expression, c'est déféré.
Déférer. Est-ce que c'est Oui, possible? moi j'aime les mots, Ou les est-ce mots de qu'il y la a- justice, parce que Je suis déférer, d'accord ça veut dire avec qu'on vous. lui enlève les fers, on lui enlève les menottes. Oui. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on enlève les Ah oui, menottes. déférer, c'est enlever les Déférer, fers. ça veut dire on enlève les menottes à la fin de la garde à vue. Oui, mais là, il n'a pas les Présent. menottes, quand même, le président de la République. Bien sûr que non, mais la garde à vue. L'ancien ce- président de la Non, République. mais la garde à vue du Kidam, ce sont les menottes. Hein. Il faut être très Oui. clair. Donc là, c'est un traitement de faveur. On va me dire que je dis quelque chose de grave. Effectivement, on ne lui a pas placé les menottes parce que ce serait, pour le coup, extrêmement attentatoire à son image. Il n'y a aucune Et là- raison, en plus. et il y a Et en plus, il n'y a aucune raison. Mais souvent, il n'y a aucune raison en garde à vue de placer les menottes de Ouais, nous sommes d'accord. d'un suspect. Néanmoins, Revenir, oui. on défère, c'est-à-dire qu'on enlève les menottes symboliquement et on le présente à un juge d'instruction qui le mettrait en examen après un débat contradictoire, avec un débat que son avocat mène face au juge. La chose aussi que je ne vous ai pas dite, c'est que pendant cette garde à vue, l'avocat qui le soutient, qui est à ses côtés, n'a pas accès au dossier. Autrement dit, les éléments dont vous parlez depuis tout à l'heure, ni le gardé à vue, ni son avocat ne les connaissent, ne les Donc examinent en l'avocat est même temps. présent, mais il n'a pas accès au dossier. Eh ben non. C'est la difficulté et c'est la faiblesse de notre rôle en garde à vue pour lequel nous, tous les jours, nous plaidons que nous devons avoir accès au dossier. Car comment défendre quelqu'un si on ne connaît pas les éléments à Et charge? quelle est la justification juridique de ça? C'est l'enquête, le secret de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'avance, un coup d'avance pour les enquêteurs, puisque eux ont les cartes en main et que la défense ne les a pas. Mais Et je fais justement, juste il n'y a une pas parenthèse. d'égalité des armes. Dans Voilà. d'autres justices, par exemple, en Angleterre, en Amérique. Alors, les choses sont très différentes dans les systèmes anglo-saxons, puisque ce sont des systèmes accusatoires et non pas inquisitoires. Nous sommes sur l'inquisition. C'est-à-dire, monsieur, nous avons des charges contre vous, nous ne vous les montrons pas, mais nous les connaissons. Votre avocat non plus ne les connaît pas. Qu'avez-vous à dire? C'est l'inquisition. Et à ce stade, mais pas pour Nicolas Sarkozy, ce que l'on cherche pendant la garde à vue, c'est la reine des preuves, l'aveu. C'est-à-dire que face à tant d'incohérences ou d'incompréhension et de méconnaissance de son dossier, vous parliez de Patrick Dils, eh bien, qu'il avoue même ce qu'il n'a pas fait. Mais là, on n'en est pas là. André Berkoff. Oui, juste un mot par rapport à effectivement, Pascal, quand vous prenez les exemples d'Outreau et de Patrick Dils, effectivement. Mais c'est vrai qu'en politique, il faut bien dire que là on revient, c'est que quand quelqu'un est en non-lieu ou quand il a innocenté, c'est vrai que politiquement, c'est beaucoup plus inégalitaire. Je pense à une chose, moi, qui me frappe en ce moment. Je ne sais pas, peut-être il est toujours, on verra ce qui se passe. L'histoire Fillon. Rappelez-vous l'histoire Fillon, comment ça s'est passé, le parquet national financier. Il y a eu le bombardement pendant 3 mois. Depuis qu'il y a eu l'élection présidentielle, rien. Aucun acte de procédure, paraît-il. Rien. Aucun acte de procédure, rien. Alors il y en aura Mais peut-être. c'est vrai dans Mais c'est quand même extraordinaire. d'affaires. Fillon, ça a été le blitzkrieg pendant 3 mois, mais alors vraiment tous les jours du matin au soir, du soir au matin. Et puis d'un coup, rien. Mais Zéro. le temps judiciaire est un temps choisi par les juges. Ah ben là, C'est il ça qui est était choquant. bien choisi pour. C'est ça qui est oui, il a choquant. été bien Fillon, choisi. là, on avait- Non, mais, oui, bien sûr, on le sait, mais Manifestement, dans c'était, toutes les affaires, franchement, ce sont les juges C'était qui sont normal, dit maîtres du Clément temps. Viktorovitch. Comment On lui donnera normal la parole après. Non, Comment mais ce sont normal. les juges qui sont maîtres du temps. Normalement, dans une procédure bien faite, il devrait y avoir un temps clair pendant lequel l'action est possible, et puis après, c'est trop tard. Mais pas choisir en fonction des intérêts des Mais uns et c'est des ça. autres. Je suis Il y a d'accord un avec vous. vrai problème des Il juges. y a un grand problème de ce point de vue. Il y a un problème Moi, énorme. ce que vous appelez un problème des juges, pour moi, c'est un bon fonctionnement de la démocratie. On était quand même, on semble l'oublier, en plein milieu d'une campagne électorale. Moi, ça ne me semblait pas anodin de vouloir que le choix des électeurs, le choix du président de la République soit un choix informé. Et donc, ça ne me semblait ni anodin, ni innocent et ni anormal que les juges se bougent vite à ce moment-là, avec le parquet national financier, qui était une institution Et judiciaire. après qu'il n'y ait nouvelle rien créée pendant par 6 François mois, Hollande. ce n'est pas grave. Mais ce qui était important, c'est que, d'ailleurs, les juges ont bougé vite, certes, mais il n'y a pas eu tant d'actes de procédure que ça. Il y a eu beaucoup de révélations, dans la presse surtout. André Berkoff, vous semblez dire que les juges ont pris des actes de procédure tous les 2 jours. Il y a eu une mise en examen. Mais les révélations ont surtout été des révélations Ça dans ne la vous presse. dérange et pas que c'était le parquet normal. national financier Non. attaque. Et Attendez, c'est pas le pendant sujet de 2 ce heures matin, après un article André du Canard Berkoff. enchaînant, je sais bien, mais je veux dire, on voit pour d'autres choses, Anne Hidalgo et compagnie, les emplois fictifs. Écoutez, en politique, il y a 2 poids et 2 mesures, 10 poids et 10 mesures. Alors ne parlez pas de démocratie, parlons de choix des juges. Non, ça n'a rien à voir avec C'est la peut-être pas le démocratie. débat de Il y a ce eu matin, une mise en mais que. examen sur des Ah, mais c'est éléments très important. fondés Non, mais et des très documents qui important. étaient révélés. Non, C'est normal. Le débat de ce matin, c'est tout de même de Jean-Luc savoir Burgard. si, d'une façon ou d'une autre, la justice s'acharne sur Nicolas Sarkozy. C'est le débat de ce matin, tout de même. Oui. Bon, moi, j'ai pas l'impression. C'est pas que ça. C'est Par pas exemple, ça. il y a une question qui est intéressante qui est posée parce que HD Pro, vous pouvez évidemment donner votre avis ou vos questions. Il y a Pierre Guilou qui dit la question est de savoir si Nicolas Sarkozy est en garde à vue pour indice grave et concordant ou pour nécessité de l'enquête. Est-ce que c'est une bonne question qu'il pose? Oui et non. Alors
Alors, indice grave et concordance, c'est au stade de la mise en examen. C'est l'objet du débat chez le juge d'instruction. Donc, nécessité de l'enquête, oui, on peut toujours parler de nécessité de l'enquête. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, les éléments à charge ont été réunis. Il y en a beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure, Gérard Leclerc, des éléments qui ont été réunis, des témoignages. Maintenant, il est temps de les confronter à celui qui est mis en cause. Et la question est, y a-t-il du nouveau ou pas? Oui, il faut les regarder maintenant, la Libye. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, ça. Quoi, et quelles sont les forces en présence? Anonyme en HD dit cette affaire est une ânerie, recycler 50 millions est impossible. D'abord, c'est pas 50 millions, c'est 5 millions d'euros, c'est bien ça, Il y a Gérard Leclerc? différentes sommes qui circulent. Il y a 5 millions, c'est ce que dit Takedine. Il dit, moi, dans ma petite mallette, j'ai apporté en liquide 5 millions d'euros. Mais c'est impossible à Claude recycler. Léon, ça porte sur 500 000 euros. Oui. Et il y a ce chiffre qui tourne, mais je ne sais pas d'où il vient. Alors, cette fois-ci, l'ensemble du financement de la campagne qui serait suspecté porterait sur 50 millions d'euros. Mais j'avoue que je ne connais pas la source. Bon, mais vous qui connaissez un peu les campagnes électorales, cet argent liquide, il est utilisable, possible? Ça s'est beaucoup fait, les campagnes avec de l'argent qui circulait. Tout le monde l'a dit, il y a des témoignages, etc. Alors, en principe, il y a eu toute une série de lois qui sont passées depuis, progressivement. Ça a commencé au début des années 90 et s'est allé jusqu'à assez récemment, pour chaque fois limiter et mieux contrôler les dépenses des campagnes électorales. Alors, est-ce qu'il y a encore eu, en 2007, de l'argent qui est passé à travers les mailles du filet? C'est pas impossible, c'est justement, à mon avis, ce que veulent... Charlotte Dornelas, question politique cette fois-ci. Nicolas Sarkozy était assez présent ces derniers temps et on imaginait même, pourquoi pas, un retour en politique. Et il se trouve que ce matin, il est mis en garde à vue. Est-ce que vous voyez un rapport de cause à effet ou est-ce que certains pourront le voir? Certains le verront sans doute, ça. On laisse aux commentateurs avisés pour le voir. Après, là, j'ai pas l'impression d'un acharnement. C'est quand même une histoire qu'on suit, qui est au long cours. Il y a effectivement la garde à vue va être justifiée. C'est la procédure de garde à vue qui va frapper l'opinion. Ça aurait pu être audition libre. C'est une garde à vue. Ce qu'a très bien expliqué Sophie Obadia, il y a quelque chose de coercitif là-dedans qui frappe l'opinion publique, en tout cas la frappera. Qui est probablement nécessité aussi par le déroulement, on va dire, de cette enquête. J'ai pas l'impression, là pour le coup, d'un acharnement, c'est en dehors d'un calendrier, et j'ai l'impression surtout que le retour de Nicolas Sarkozy, il était beaucoup dans les commentaires, pas tellement concret en fait, dans le monde politique. Genre Leclerc. Il y a eu un moment où Nicolas Sarkozy était véritablement en première ligne, c'était quand il était candidat, tout simplement, parce qu'on l'oublie, il était candidat à la primaire pour être président de la République, et c'est pas à ce moment-là que l'affaire est sortie. À ce moment-là, on n'a pas parlé de cette affaire, n'a pas connu de développement. Et puis il y a autre chose, c'est que les hommes politiques, ils ont toujours aussi un discours politique, ils sont toujours sur la scène politique. Nicolas Sarkozy, comme d'autres, en fait, ils ont eu des responsabilités, ils parlent, ils ont une parole publique. S'il y a des enquêtes à faire et s'il y a des réponses à trouver à des questions, il faut bien qu'elles se posent à un moment donné. Donc on peut pas non plus évincer totalement du débat public ces questions judiciaires. Gérard Leclerc, il a été interrogé, Nicolas Sarkozy, sur la campagne et par des journalistes, pour le coup, parce qu'on se souvient de la question de David Pujadas. C'est lors de ce débat pour la primaire qu'il est interrogé, et il faudrait retrouver d'ailleurs peut-être l'extrait qui repassera ces prochaines heures sur les chaînes. Il me semble que c'est sur ce sujet. C'est là où je veux pas dire de bêtises. Je sais plus si c'est précisément sur la campagne. Je crois que oui. Quelle honte. Comment sur le service public peut-on me poser cette question? Est-ce que c'est sur ce sujet? C'est là où j'ai un doute. Je pense que c'est plutôt sur Bettencourt. Juste un mot pour rappeler. Sur Bettencourt, je pense. André Bertrand. Rappelons quelques petits faits peut-être au-delà du commentaire. Il ne faut pas oublier quand même qu'on avait un système extrêmement rodé, notamment dans la France-Afrique. Il ne faut pas oublier El Gabon. Faut pas oublier ces dizaines d'années de recyclage de sommes qui arrivaient, facturation, surfacturation, et qui nourrissaient tous les partis politiques, tous en tout cas, les mainstream, ceux qui ont, pardon pour la francophonie, ceux qui ont pignon sur rue, que ce soit à gauche ou à droite. Ça a été un système quand même extraordinaire. Il s'est arrêté depuis quelque temps, mais pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça a été quand même un système extraordinaire, là, pour le coup, de blanchiment, avec l'Afrique, avec Elf, etc. Deuxièmement, moi, je suis très frappé, on parle de la justice, on dit la justice intervient ou pas. Il y a l'histoire, quand même, juste, Urvoas, Solaire. Quand Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, avertit Thierry Solaire qu'il y a une poursuite contre lui.
Vous avez vu des suites? Oui, Vous il paraît que avez c'est vu classé sans quelque suite. chose? Il Pardon paraît que ça vient d'être classé sans suite, pour vous donner des Ah ben informations. c'est parfait, c'est parfait. C'est très intéressant. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait rigoler dans toute cette histoire, c'est quand même cette justice à 3, 4, 5 vitesses. Et on dit, ah c'est le droit qui prévaut, etc. Mais je veux dire, l'histoire Urvoas-Solaire, elle est fabuleuse. Ben, ça a été dit, redit, etc. Vous avez vu une suite? Alors, vous avez une poursuite? Pas un mot. Pas un mot. La réponse, effectivement, quand je disais tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait été interrogé, c'était précisément sur le financement libyen. C'était le 17 novembre 2016. Et la réponse de Nicolas Sarkozy, ce sera intéressant d'ailleurs de la retrouver, hein, peut-être je le lis pour Marine Lançon, qui est en régie avec nous. C'est là qu'il montre, d'ailleurs, avec une forme comment dire, d'indignation, puisque c'est précisément le mot qu'il dit. Il dit, quelle indignité! Ah, voilà. Quelle indignité, et nous sommes sur le service public. Donc ça, c'est une phrase qu'on pourrait ressortir, qui montre sa position, en tout cas, sur ce dont on l'accusait à l'époque, et ça montre également que ce dossier était présent le 17 novembre 2016, durant la campagne des primaires de la droite. Gérard Leclerc. Il n'y a pas eu de développement. Oui. On en a parlé parce que l'affaire avait été révélée par Mediapart en 2012, qu'en 2013, il y avait eu donc l'ouverture d'une procédure judiciaire avec et plusieurs juges, qui est notamment donc le juge Tournaire, qui en avait confié cette affaire-là. Mais il n'y a pas eu, à part... il y a peut-être eu, je ne sais pas si dans les témoignages, ils datent plutôt de 2012-2013. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu. Mais enfin, en tout cas, l'affaire existait, bien évidemment qu'on en parlait. En novembre 2016, il y a le témoignage de Ziad Taguieddine. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça peut-être que la question est posée, et vraiment, je pense qu'on va la retrouver. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais Clément revenir Viktorovitch. sur l'idée qu'il y aurait une justice à plusieurs niveaux et que c'est terrible cet acharnement sur Nicolas Sarkozy. Non, Non, j'ai n'a pas dit parlé de ça. je Non, veux mais dire, j'ai pas parlé personne n'a dit ça, d'acharnement. Clément. Non, mais bon, justice à plusieurs niveaux, oui. Non, mais c'est André Berkoff qui parle d'une justice à plusieurs niveaux. Bah, c'est un fait, chacun peut le constater. Oui, non, mais c'est Si un vous fait. pensez qu'il n'y a pas de justice à plusieurs niveaux en France, ben oui, c'est un fait. vitesse, vous voulez dire. Bien sûr, à plusieurs vitesses. Oui, à plusieurs vitesses. Bah écoutez, il faut aussi voir derrière ce qui reprochait à Nicolas Sarkozy ici. C'est on parle du président de la République. 2, on parle d'un financement illégal dans le cadre d'une campagne électorale. Mais qu'est-ce que c'est le financement d'une campagne électorale? C'est le nerf de la démocratie. C'est ce qui va informer le choix des électeurs et permettre de choisir la politique qui sera conduite pendant 5 ans. Excusez-moi, mais on a précisément adopté des règles très strictes sur le financement de nos campagnes électorales pour assurer l'équité entre les différents candidats et pour assurer que le choix des électeurs soit en fonction des programmes, des propositions et des discours et non pas en fonction de l'argent qui coule à flot et qui permet de faire n'importe quoi comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Ça n'est pas de n'importe quoi dont on parle aujourd'hui. On parle de notre démocratie, du choix informé et également informé des électeurs. Et excusez-moi, mais le dossier est suffisamment grave, me semble-t-il, pour qu'on en parle. Et il est suffisamment grave pour que, si jamais il y ait des éléments, que ce ne sont pas des banalités, André Berkoff. C'est vous qui parlez de justice à plusieurs vitesses. Clément, avec l'affaire Urvoas-Solaire. Mais les affaires n'ont rien à voir entre elles. Clément, vous n'êtes pas. Attention, on va être très prudent ce matin. Clément, vous n'êtes pas le procureur. Ouais, Si, il faut j'ai faire jamais très été attention. procureur. Mais si. Non. Clément, mais attention, les témoignages, Gérard Leclerc connaît bien. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que la justice et les politiques, on entend tout et exactement son contraire. C'est-à-dire qu'en général, on dit les politiques sont épargnés, ils sont protégés, etc. Globalement, Et inverse, quand il y en a une qui se fait... Je crois qu'on est en ligne avec Julien Aubert, qui est député des Républicains, député du Vaucluse. Bonjour Julien Aubert, quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes, je dirais, choqué que le président de la République soit entendu dans le cadre d'une garde à vue, ou est-ce que vous considérez que la justice suit son cours et qu'il n'y a rien d'anormal à cela? Je trouve que le président de la République, un ancien président de la République est un citoyen comme les autres. Donc à partir du moment où il y a une procédure judiciaire, elle doit effectivement, si ça nécessite, organiser une garde à vue. Après, je m'étonne toujours d'abord de la lenteur du processus judiciaire. Et ensuite, je constate qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées à Nicolas Sarkozy. Il a été parfois effectivement mis en examen, etc. Et puis il n'en est rien ressorti. Donc je reste très prudent. Bah écoutez, on va l'être avec vous ce matin, et c'est la prudence qu'on essaye d'avoir. D'autant que, pour tout vous dire, on a un membre du CSA à notre table, donc il faut que nous soyons dans les clous, si j'ose dire, du CSA. Je l'ai souligné d'emblée. Exactement, Maimouna, donc on est sous votre regard ce matin. C'est toujours délicat, les journalistes sont parfois, on l'a vu avec Nadine Morano. Je remercie Julien Aubert d'être intervenu, et je reste sur ce mot de prudence. On a vu avec tout à l'heure Nadine Morano, qui était un peu plus virulente, je dirais, que Monsieur Aubert, mais c'est vrai que c'est
pour le coup, pointait la responsabilité parfois des médias. C'est toujours délicat. La première chose qu'elle a dit, les médias se précipitent. Les médias ne se précipitent pas. C'est la justice. L'information de cette nature qu'aujourd'hui, toutes les matinales, je suis en train de regarder d'autres écrans, que tout le monde se penche sur cette question. C'est une question quand même fondamentale, vous l'avez souligné. Bien sûr qu'il s'agit de la démocratie, bien sûr nous voulons savoir. Mais nous le saurons avec équité, avec sang-froid, et pas en nous précipitant, mais la presse ne se précipite pas. C'est dans la logique des choses que ce matin, vous ayez eu à changer votre fusil d'épaule au lieu de parler de la semaine de la langue française. Aujourd'hui, c'est la journée de la langue française du CSA. Nous avons deux parrains de rêve, marraines de rêve, Karine Thuil et Joanne Spar. Voilà, je l'ai dit. Karine Thuil, qui est une écrivain. Vous dites écrivain ou écrivaine? Parce que écrivain. Moi, je trouve ça moche. Écrivain. Alors vous me faites plaisir. C'est personnel. Hein. Non, mais vous me faites plaisir. Non, mais parce qu'écrivaine, je trouve ça moche. On dit reporter. Je suis un reporter. Eh ben moi je suis un reporter aussi. Voilà. Je suis comme vous. Un reporter, je suis moins reporter. On est un peu à l'ancienne peut-être. Comment? Je vais faire étriper là-dessus, vous allez voir. Mais mais non mais alors là où vous avez raison, c'est que c'est souvent une question de génération. Oui, mais je ne veux pas avoir affaire à des ayatollahs non plus qui m'apprennent à marcher tous les matins. Oui. Vous comprenez ça? Ah mais attendez, moi je comprends complètement ce que vous dites. Hein. Je le dis autour de la table du CSA. C'est pas, je suis pas en train de te dire deux langages. Hein. Et vous n'êtes pas pour l'écriture inclusive? Non plus. Mais non, j'ai appris le français à l'école. Mais là encore. Et je précise sur tous ces sujets que j'ai un beau tableau de Jeanne d'Arc de mon bureau, parce qu'elle n'appartient pas à une partie de la population. Oui, j'aurais beaucoup dit ce matin. Bon, vous savez pourquoi la date du 20 mars a été choisie pour célébrer la journée de la francophonie? Parce qu'il a fallu trouver une journée dans cette semaine-là, et nous avons pensé que le mardi était un bon jour. Non, mais la date du 20 mars. Ah, moi je le sais, tiens. C'est en commémoration d'un événement. Celui de la signature en 1970 à Niamey, au Niger, du traité portant création de l'ACCT, qui est aujourd'hui l'agence intergouvernementale de la francophonie, opérateur principal de l'OIF. Mais vive la francophonie, vive la France. Absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Et je crois qu'on a incrusté ce très beau mot, cette très belle phrase de Camus, « Ma patrie, c'est la langue française ». Et je crois qu'on pourrait tous se retrouver derrière cette phrase d'Albert Camus qui parlait le français comme personne. Pour parler